Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 1er juin. Je voudrais faire avec vous un panorama de la situation internationale telle qu'elle est perçue par les autres pays du monde, pas les pays occidentaux. Je voudrais attirer votre attention, à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous baignons, comme on est en France, dans un univers qui est totalement dominé intellectuellement par les États-Unis d'Amérique. Et donc il nous est devenu naturel de penser que le monde entier pense comme ce que l'on nous dit à la télévision et à la radio. Or, ça n'est pas le cas, c'est de moins en moins vrai. Et je voudrais, en vous donnant quelques exemples, vous faire toucher du doigt à quel point, dans beaucoup de pays du monde, beaucoup de peuples sont exaspérés par l'attitude des Occidentaux en général et des États-Unis en particulier. Mon approche sera de vous parler des États-Unis qui, très régulièrement, officiellement, la diplomatie américaine fait part de sa préoccupation sur toute une série de sujets à travers le monde et toute une série d'États. On va voir ici, par exemple, le 15 décembre 2007, les États-Unis se sont déclarés très préoccupés par les pays en développement au sujet de la question du climat. Ils trouvaient que les pays en développement ne bougeaient pas. Le 14 janvier 2010, les États-Unis se sont déclarés très préoccupés par les attaques anti-coptes en Égypte. Les coptes, vous savez, c'est cette minorité chrétienne. Je ne dis pas que le sujet ne pose pas un problème, mais les États-Unis se sentent en droit devant la planète entière de désigner un pays en disant ça ne va pas. Le 28 juin 2010, les États-Unis se sont déclarés très préoccupés par l'existence de narcotrafiquants en Guinée-Bissau. Le 2 novembre 2010, les États-Unis ont fait part de leur préoccupation devant les arrestations au Soudan de militants des droits de l'homme du Darfour. Le 29 septembre 2013, les États-Unis ont dit qu'ils étaient très préoccupés par le choix de la Turquie d'acheter un système d'armes stratégiques chinois. Le 18 décembre 2013, les États-Unis ont dit qu'ils étaient très préoccupés par les récents combats au Soudan du Sud. Le 31 décembre 2014, les États-Unis ont dit qu'ils étaient préoccupés par l'arrestation d'une douzaine de dissidents cubains à Cuba. Le 20 mars 2018, les États-Unis ont dit qu'ils étaient préoccupés par l'offensive turque jusqu'à Minbej, au nord de la Syrie. Le 17 décembre 2019, les États-Unis ont fait part de leurs préoccupations devant la négociation de l'accord commercial TMI post-Brexit avec le Royaume-Uni. Le 18 février 2021, les États-Unis ont dit qu'ils étaient préoccupés par la situation politique en Haïti. Le 31 mars 2021, les États-Unis ont dit qu'ils étaient préoccupés par le rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur l'origine de la Covid-19 et ils ont réclamé à la Chine de donner pleinement accès à ces données. Le 12 novembre 2021, les États-Unis ont dit qu'ils étaient très préoccupés par la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Le 13 novembre 2021, les États-Unis ont dit qu'ils étaient préoccupés par l'annonce d'un conseil de souveraineté unilatérale au Soudan. Le 20 novembre 2021, les États-Unis ont dit qu'ils étaient sérieusement préoccupés par les agissements de la Russie en Ukraine. Le 22 novembre 2021, les États-Unis ont dit qu'ils étaient profondément préoccupés par le commentaire du président bulgare sur la Crimée. Le 31 décembre 2021, les États-Unis ont dit qu'ils étaient très préoccupés par le lancement d'une fusée iranienne. Le 24 janvier 2022, les États-Unis ont dit qu'ils étaient préoccupés par les tirs de missiles effectués par les rebelles Houthis au Yémen contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le 25 janvier 2022, les États-Unis ont dit qu'ils étaient préoccupés par les événements au Burkina Faso. Le 2 février 2022, les États-Unis et le Japon ont dit qu'ils étaient préoccupés par les activités nucléaires des missiles de la Corée du Nord. Le 15 mars 2022, les États-Unis ont dit qu'ils étaient très préoccupés par l'alignement de la Chine sur la Russie au sujet de l'Ukraine. Le 1er avril 2022, les États-Unis ont dit qu'ils étaient profondément préoccupés par la dissolution du Parlement en Tunisie. Le 5 avril 2022, les États-Unis ont dit qu'ils étaient préoccupés par les exactions dans le village de Moura au Mali. Le 16 avril 2022, les États-Unis ont dit qu'ils étaient profondément préoccupés par les violences à Jérusalem. Le 20 avril 2022, les États-Unis
ont dit qu'ils étaient préoccupés par l'accord de sécurité entre la Chine et les îles Salomon dans le Pacifique Sud. Le 7 mai 2022, les États-Unis ont dit qu'ils étaient extrêmement préoccupés après l'obligation du voile intégral en Afghanistan. Le 16 mai 2022, les États-Unis ont dit qu'ils étaient préoccupés par l'épidémie de Covid-19 en Corée du Nord. Le 29 mai 2022, les États-Unis ont fait part du fait qu'ils étaient préoccupés par le sort des Ouïghours après une visite de l'ONU au Xinjiang. Je m'arrête là, je vous en ai donné un festival. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis sont le seul pays du monde qui passe absolument son temps à donner comme ça des leçons de morale à la planète entière. Leçons de morale qui d'ailleurs brillent par le deux poids deux mesures. Lorsque les États-Unis, par exemple, disent qu'ils sont préoccupés par la situation de la Russie en Ukraine, les menaces, ils n'ont pas fait part auparavant du fait qu'ils étaient préoccupés pendant 8 ans de ce que l'Ukraine ne respectait pas les accords de Minsk. Lorsque les États-Unis se préoccupent, par exemple, de la situation du voile en Afghanistan, les États-Unis ne se disent pas qu'ils sont un peu préoccupés par les 20 ans qu'ils ont passés à bombarder tout le monde et le fait qu'ils se sont fait haïr des Afghans. C'est le point fondamental. C'est-à-dire un pays qui se permet d'imposer ses valeurs au reste du monde, des valeurs qui sont toujours avec un deux poids deux mesures. On peut d'ailleurs au passage faire remarquer, et ça c'est un point tout à fait important dans le monde d'aujourd'hui, que lorsque les États-Unis disent que c'est pas bien que les Afghanes portent le voile. Bon. Il faut comprendre qu'il y a des pays au monde qui considèrent que le statut de la femme en Occident n'est pas bien. Il y a des pays au monde, notamment en Afrique, qui considèrent que la mise en avant dans les pays occidentaux depuis quelques années, depuis les années 80, du lobby LGBT est un scandale. Donc chacun voit midi à sa porte en fonction de ses valeurs. Et ce qui frappe l'esprit, c'est que les pays occidentaux n'arrivent pas à concevoir ce que l'on pourrait appeler l'altérité. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays au monde qui pensent honnêtement totalement différemment de nous. Et les Occidentaux ont un péché mignon, si j'ose dire, c'est qu'ils sont toujours convaincus d'avoir raison, à toutes les époques. Je prends un exemple, qui est un exemple assez caricatural, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Lorsque, à la fin du XVIIIe siècle, quelqu'un comme Wallis, puis le capitaine Cook, et surtout Bougainville, c'est-à-dire des navigateurs venus d'Europe, lorsqu'ils arrivent à Tahiti, pour eux, c'est le paradis terrestre, à la fois par le climat, la beauté, le fait qu'on n'a pas besoin de travailler pour se nourrir, il y a des fruits comestibles partout, mais aussi apparaît le mythe de la vaïnée, c'est-à-dire de la jeune Tahitienne, qui est très légèrement vêtue, c'est le moins que l'on puisse dire, qui éventuellement est entièrement nue. D'où va commencer le mythe de Tahiti. Et puis, dans les années qui ont suivi, au début du XIXe siècle, vous avez des sociétés d'évangélisation, notamment la fameuse London Missionary Society, la société missionnaire de Londres, protestante, qui a débarqué dans le Pacifique Sud, qui a d'ailleurs donné son nom aux îles de la Société qui sont à l'ouest de l'île de Tahiti, avec les îles de Moorea, de Huaïné, Raiatea, Taha, Bora Bora, Maupiti. Et ces sociétés d'évangélisation ont considéré que c'était un péché mortel d'être en l'état de nature, et donc ont forcé les femmes tahitiennes à porter ce qu'on appelle des robes mission, qu'on va trouver d'ailleurs dans beaucoup de micro-États du Pacifique Sud, c'est-à-dire des robes qui vont jusqu'aux pieds et qui cachent totalement le corps des femmes. Et ça, c'était le XIXe siècle triomphant et puritain. Aujourd'hui, on a des touristes qui vont dans les mêmes endroits et qui se scandalisent du fait que les femmes ne sont pas les seins nus sur les plages. Et dans un cas comme dans l'autre, dans tous les cas, l'Occident estime que c'est lui qui a le droit de fixer les valeurs du jour et du moment. Alors je voudrais insister là-dessus pour dire que les valeurs sont des choses qui sont éminemment relatives et qui varient d'ailleurs à travers le temps. Moi, je ne suis pas d'ailleurs pour un relativisme général. Je considère par exemple, et là on est sur un sujet tout à fait d'actualité,
sur les sujets de woke culture, de cancel culture. Il y a un proverbe anglais que j'aime bien qui dit "Do in Rome as the Romans do", c'est-à-dire comporte-toi à Rome comme font les Romains. Personnellement, je considère bien que en France, on a un mode de vie qui correspond à ce qui a été élaboré au cours des siècles et que des personnes venues d'autres zones culturelles n'ont pas à imposer un mode de vie qui ne correspond pas à ce que souhaitent les Français. C'est-à-dire que sur ce fameux débat là concernant le burkini, à mon avis, on en parle beaucoup trop d'ailleurs, mais je considère personnellement que ça n'est pas bien que de dire bah oui, finalement, on va autoriser tel ou tel truc. D'abord parce que je sache, le burkini n'est mentionné ni dans le Coran ni dans les hadiths du prophète, que c'est une création tout à fait récente et qui participe d'une vocation, d'une volonté politique en fait. Et ce burkini est d'ailleurs interdit dans un certain nombre de pays musulmans. Donc je ne vois pas pourquoi on transige sur ces affaires. D'ailleurs, je suis de ceux qui pensent qu'il n'est pas normal, et j'ai eu l'occasion de le constater lorsqu'on va, par exemple, en Égypte, de voir que parfois des occidentales arrivent et se mettent sur les plages avec les seins nus. Je ne pense pas que ça soit bien. Je ne pense pas que ça soit bien parce que ça choque profondément la mentalité de certaines des populations. Et c'est ainsi d'ailleurs que l'on fait monter l'extrémisme dans les pays musulmans. Imagine-t-on par exemple des occidentales qui iraient en Arabie saoudite et qui feraient du nudisme. Ce serait une provocation qui serait perçue comme scandaleuse. Eh bien je pense qu'il faut, encore une fois, dans le monde d'aujourd'hui qui est très ouvert, avoir ce souci de l'autre. Parce que c'est un souci, en fait, du respect des gens chez lesquels on va, à la fois quand on va dans des pays étrangers, mais aussi quand des gens viennent et travaillent et s'installent en France. Alors, au-delà de ça, eh bien, je voudrais dire que, comme vous l'avez compris, la prise de parole constante des États-Unis d'Amérique, et malheureusement l'Union européenne fait à peu près pareil puisqu'elle s'inscrit dans le droit fil de ce que disent les États-Unis, a fini par irriter, par exaspérer de très nombreux pays du monde. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en ce moment sur le fait, par exemple, que Poutine, loin d'être isolé, comme on nous le dit dans les médias, en fait est soutenu par une très grande partie des pays et des peuples du monde, parce que ce qu'ils apprécient dans la Russie de Poutine, ce que beaucoup de peuples de pays d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie, que ça plaise ou que ça ne plaise pas à M. Bernard-Henri Lévy ou à M. Raphaël Glucksmann, on s'en fiche. La réalité du monde aujourd'hui, c'est que beaucoup de peuples se reconnaissent dans la volonté de la Russie de Poutine de ne pas se plier aux diktats venus des États-Unis d'Amérique. Alors que faire ? Eh bien, il faudrait qu'il y ait, lorsqu'il y a des conflits, il faudrait qu'il y ait une procédure juridique qui puisse essayer de régler les conflits. Lorsque nos aïeux ont créé, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies, dans la Charte des Nations Unies, il a été prévu de créer une cour qui s'appelle la Cour internationale de justice, la CIJ, qui siège à La Haye. Cette cour a la vocation de régler les problèmes d'application du droit international et tout spécialement, même si elle peut traiter d'autres sujets, mais tout spécialement les problèmes de frontières ou bien de respect des traités internationaux. Donc cette Cour internationale doit être saisie et personnellement, je pense que sur l'affaire ukrainienne, je pense que la Russie aurait peut-être dû saisir la Cour internationale de justice au sujet de l'application des accords de Minsk. Mais peut-être que la Russie a eu comme arrière-pensée l'idée que la Cour internationale de justice étant située à La Haye, que peut-être les juges, même si ce sont des juges internationaux venant d'ailleurs des différentes zones culturelles du monde, eh bien que peut-être ils ne seraient pas tout à fait justes et tout à fait équitables. En attendant, c'est une tragédie. C'est une tragédie comme sont des tragédies tout ce qui a pu se passer au cours des 20 ou 30 dernières années, de ces conflits et de ces procès qui ont été faits à tel ou tel dirigeant du monde pour avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Alors je voudrais venir sur cette question parce que j'ai entendu au cours des derniers mois
et des dernières semaines, beaucoup d'imprécisions et beaucoup d'inexactitudes. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les principes de crime de guerre, crime contre la paix, crime contre l'humanité et crimes économiques, que ces concepts ont été inventés, en fait, d'un point de vue juridique, par le fameux tribunal de Nuremberg. Il y a eu plusieurs, en fait, sessions du tribunal de Nuremberg qui s'est tenu, comme vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale et dont le plus célèbre de ces tribunaux a été celui qui a jugé les grands criminels de guerre nazis, où figuraient notamment Göring, où figurait Ribbentrop, où figuraient les principaux dirigeants nazis. Lorsque ce tribunal s'est réuni avec la présence des 4 vainqueurs, c'est-à-dire des juges américains, soviétiques, britanniques et français, lorsque ce tribunal s'est réuni, il a eu affaire à quelque chose qui n'avait jamais existé dans l'histoire des hommes, c'est-à-dire de faire un jugement a posteriori de crimes qui choquaient l'opinion, la morale de l'humanité en 1945, même si dans l'histoire passée, on avait pu connaître des horreurs. Sans doute que Attila, ou sans doute que Gengis Khan, ou sans doute que les guerres napoléoniennes, etc., n'avaient pas fait dans la dentelle. Mais là, on était en 1945 avec les photographies, avec les films, avec les cinémas, avec le début de la télévision. Et donc, il y a une prise de conscience de l'humanité qu'il y avait des crimes qui n'étaient plus tolérables. Et donc, les juges qui se sont réunis en 1945 à Nuremberg ont inventé des incriminations, celles que je viens de dire. Je rappelle crimes de guerre, crimes économiques, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité. Et donc, ils ont décidé d'appliquer ça aux gens qui avaient été battus, ce qui, d'ailleurs, du point de vue juridique, a posé certains problèmes, puisque un des principes, normalement, du droit, c'est la non-rétroactivité du droit. Et donc certains ont pu valoir, des avocats justement des accusés, qu'on leur reprochait des crimes qui n'existaient pas lorsqu'ils les ont commis, qui n'avaient pas été élaborés. L'immensité des crimes était telle, et puis la volonté de vengeance, disons le mot, de bien légitime des populations qui avaient souffert de l'Allemagne hitlérienne était telle qu'on ne s'est pas arrêté à cette question. Mais il en est resté un vrai sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait pour régler la question lorsqu'il y a des crimes épouvantables qui sont commis par des dirigeants. On a vu notamment cette question réapparaître avec l'affaire des Khmers rouges au Cambodge, puisque entre le 17 septembre 1975 et le début 1979, lorsque le Vietnam est intervenu, vous savez que le Cambodge est tombé sous la coupe de ce qu'on appelait les Khmers rouges. Il a pris le nom de Kampuchea démocratique et qu'on a assisté à quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire des dirigeants qui ont commencé à procéder à une espèce d'autogénocide de son propre peuple. On estime qu'il y a peut-être 2 millions des 7 à 8 millions de Cambodgiens qui sont morts d'épuisement, de famine, de brimades, d'assassinats purs et simples, parce que c'est une espèce d'idéologie de départ à partir de l'année zéro qui avait été imposée par des idéologues complets et qui voulaient faire une espèce de société sans classe, recommençant au niveau de la paysannerie et au niveau de ce que fut l'histoire du Cambodge mythique, c'est-à-dire celle des temples d'Angkor. Ça nous ramène à peu près au Xe siècle après Jésus-Christ. Alors, lorsque tout ceci s'est effondré, lorsque les Vietnamiens sont arrivés, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont demandé que justice soit faite et que l'on crée une espèce de tribunal de Nuremberg pour les grands criminels non pas nazis, mais les grands criminels Khmers rouges. Pour toute une série de raisons, à la fois de géopolitique, entre les liens entre la Thaïlande, le Vietnam, les États-Unis, qui n'étaient pas du tout des petits saints dans cette histoire, puisqu'ils avaient largement contribué à détruire ces pays, tout ça est parti un peu en eau de boudin. Et il y a eu des tribunaux, mais qui ont été très mous, et ça a duré, ça s'est étalé le maximum, en attendant d'ailleurs que les principaux dirigeants Khmers rouges, à commencer par le premier, Pol Pot, décèdent, meurent de mort naturelle avant même d'avoir été condamnés. Alors, tout ceci nous mène en fait aux années 90-2000, notamment avec l'affaire de la Yougoslavie, et un certain nombre de consciences se sont dit
le système international actuel, avec la seule Cour internationale de justice de La Haye, n'est pas approprié. Il faudrait qu'il y ait une espèce de tribunal de Nuremberg, comment dirais-je, permanent, qui soit créé avec un traité international spécifique. C'est ce qui a eu lieu. Le traité en question a été signé à Rome. On l'appelle le statut de Rome. Ce statut de Rome, c'est donc un traité international qui a fondé ce que l'on appelle la CPI, la Cour pénale internationale. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002, après sa ratification par 60 États. Je me fais ici un petit stop. Il faut savoir que lorsqu'un traité il a été ouvert, il a été négocié dans les années 96-97. Ensuite, un traité international est ouvert à ce qu'on appelle la signature par les États. Puis, une fois que la signature est faite, chaque État doit le ratifier. Ce ne sont pas les mêmes personnes dans chaque État qui signent et qui ratifient. Ceux qui signent, ce sont les gouvernants. Ceux qui ratifient, ce sont en général les représentants du peuple, c'est-à-dire très généralement le Parlement, l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, ou parfois par référendum pour ratifier un traité. De la même façon qu'en France, par exemple, nous avons des traités qui ont été signés puis ratifiés. Je pense au traité de Maastricht, par exemple. Et il est prévu, alors ça c'est la technique du droit international, puisque le droit international il est fondé sur un paradoxe de départ. C'est que dans l'état de nature dans lequel on est, les États n'obéissent à personne. Ce sont des États souverains. Et donc l'apparition du droit international qui remonte au XVIIe siècle avec un juriste qui s'appelait von Groot, c'était un Néerlandais qui prenait le nom latinisé de Grotius, et on a appelé ça le droit des gens. C'est des États qui décident volontairement d'entrer dans un système juridique international où ils acceptent volontairement de renoncer à certains pouvoirs propres pour le confier à une structure supérieure. C'est donc un progrès dans la conscience de l'humanité. Alors, pour que ce progrès se produise, il faut évidemment qu'un certain nombre de pays signent puis ratifient un traité. Et pour qu'un traité entre juridiquement en vigueur, il faut qu'il y ait un minimum d'États qui le signent, enfin un nombre minimal. En l'espèce, il fallait qu'il y ait 60 États pour que ça puisse entrer en vigueur. C'est ce qui a eu lieu donc en 2002. La Cour pénale internationale a pendant plusieurs années, un certain nombre de pays ont signé, puis ont ratifié. Et lorsqu'il y a eu les 60 États, la Cour pénale a été créée en 2002. Cette Cour n'est pas rétroactive pour les mêmes motifs que ceux que j'évoquais après l'affaire du tribunal de Nuremberg. Donc, comme la Cour n'est pas rétroactive, elle ne traite que les crimes qui ont été commis à compter de cette date, donc de 2002, et donc elle ne revient pas sur les crimes antérieurs. C'est notamment la raison pour laquelle, par exemple, il a fallu un tribunal spécifique, des procédures spécifiques s'agissant des Khmers rouges, puisque c'était des crimes qui remontaient à la période 75-79, bien avant la création de la CPI, de la Cour pénale internationale. Alors, d'après les données que j'ai trouvées, mais qui ont pu évoluer depuis lors, puisque ce sont des données qui ont déjà quelques années, aujourd'hui, sur les 193 ou 194 États membres de l'Organisation des Nations Unies, il y en a à peu près 123 qui ont signé puis ratifié le statut de Rome et qui donc acceptent la compétence de la Cour pénale internationale. Ils acceptent d'avoir limité volontairement leur souveraineté. Ils acceptent que leurs dirigeants, le cas échéant, puissent être traînés devant la CPI pour y être jugés. 123 sur 193, c'est vite vu. Ça veut dire qu'il y a 70 États du monde qui ont refusé. Parmi ceux qui ont signé et ratifié ce statut, il y a notamment tous les pays de l'Union européenne, il y a tous les pays d'Amérique du Sud, il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a le Japon, la Corée du Sud, et puis il y a une partie significative des pays d'Afrique, notamment des pays d'Afrique francophone. C'est justement parce que certains de ces pays d'Afrique francophone, je pense par exemple à la Côte d'Ivoire, que quelqu'un comme Laurent Gbagbo a été déféré à la Cour pénale internationale, puisque
l'État, la Côte d'Ivoire, avait signé et ratifié, avait donc accepté cela. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 32 États ont signé le traité, c'est-à-dire ont eu des plénipotentiaires ou bien un membre du gouvernement, voire le chef de l'État lui-même qui a signé, mais ne l'ont pas ensuite ratifié, c'est-à-dire ne l'ont pas fait ensuite passer devant la représentation nationale. Et dans ces cas-là, ils ne font pas partie du traité. Ça ne s'applique pas à eux. Ils sont restés à mi-chemin. Et parmi ces États qui ont signé mais qui n'ont pas ratifié le statut de Rome figurent les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, et puis aussi l'Algérie, le Maroc, Israël, l'Égypte, l'Iran, le Yémen, la Thaïlande, le Cameroun, pour n'en citer que quelques-uns sur les 32. Donc dans ces pays-là, on ne peut pas traîner le dirigeant devant la CPI. C'est pour ça que je le dis, parce que je vois des gens qui disent qu'il faut absolument déférer Poutine devant la CPI. D'autres disent non, non, ce sont les dirigeants ukrainiens qu'il faut faire. Mais dans la mesure où ni l'Ukraine ni la Russie n'ont ratifié le statut de Rome, en fait, ils ne sont pas justiciables de ça. Enfin, il existe des pays qui n'ont même pas signé le statut. Ils n'ont même pas fait le stade numéro 1, qui est la signature du statut. Et ce ne sont pas des pays de peu d'importance, puisqu'il y a notamment la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Turquie, l'Arabie saoudite, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà. Donc, je crois important que les gens qui m'écoutent aient bien ça à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de solution dans la mesure où beaucoup de pays du monde n'ont pas accepté de signer ou pas accepté de ratifier le traité de Rome, le statut de Rome. Il n'y a pas de solution pour les traîner devant une cour pénale internationale. Alors, ça pose un problème, et je reviens au début de cette vidéo, puisque je vous montrais que les États-Unis d'Amérique passent leur temps à donner des leçons de morale à la planète entière. Ils se disent préoccupés par ci ou par ça, mais les États-Unis d'Amérique ne se disent pas préoccupés par les crimes innombrables qu'ils ont commis. Par exemple, les millions de morts, je dis bien des millions de morts civiles, en particulier de femmes et d'enfants, qui sont morts dans les conflits qui ont été créés par les États-Unis d'Amérique, en particulier en Afghanistan, avec 20 ans d'occupation, en Irak, avec l'invasion de l'Irak, en Syrie, en Libye, j'en passe. C'est au Vietnam, bien sûr, mais ça remonte à déjà plus longtemps. Et donc, dans beaucoup de ces pays, des pays qui sont en dehors de la zone occidentale, les gens se sont dit, en fait, on s'est fait avoir. C'est notamment ce que pensent un certain nombre de pays d'Afrique, et qui ont constaté, comme je le disais tout à l'heure, que certains de leurs dirigeants, pourtant parfois très populaires, comme tel est le cas de Laurent Gbagbo, ont été déférés à la Cour pénale internationale, alors que les dirigeants, parmi ceux qui ont le plus de sang sur les mains, c'est-à-dire quelqu'un comme Barack Obama, quelqu'un comme George W. Bush, quelqu'un comme Anthony Blair, par exemple, eh bien, eux ne sont justiciables de rien. Devant ce qui est perçu comme une injustice, il y a donc eu un ralentissement des ratifications de ce traité. Il y a même des pays, en particulier, je crois que c'est le cas des Philippines, où les Philippines qui avaient signé puis ratifié le statut de Londres a décidé de sortir de ce statut en disant en fait que c'était une espèce d'arnaque faite par les pays occidentaux pour ligoter un certain nombre de pays en voie de développement, sachant que les pays occidentaux, eux, refusaient de s'appliquer. Ce qui n'est pas le cas, je le précise, de l'Union européenne, puisque les pays de l'Union européenne, notamment la France, a à la fois signé et ratifié. Je terminerai cette vidéo en disant que pour essayer de faire prévaloir une justice internationale, il y a eu en 2007, en Malaisie, le Premier ministre, le docteur Mohamed Mahathir, que je connais, enfin que j'avais connu à l'époque, qui maintenant est une personne très âgée, eh bien a décidé de créer une commission sur les crimes de guerre, notamment relatifs à l'invasion de l'Irak, se situant à Kuala Lumpur, qui est la capitale de la Malaisie, ça veut dire les eaux boueuses pour ceux qui parlent le malais. Et donc il y a eu des auditions qui ont été faites à l'époque
avec des juges internationaux, pas des Malais uniquement, mais des juges venus notamment des États-Unis, venus d'Angleterre, etc., pour procéder à un jugement in absentia, comme on dit en latin, c'est-à-dire en l'absence des principaux accusés, et notamment du président George W. Bush, de l'ancien Premier ministre britannique Anthony Blair, qui ont été donc jugés par contumace, comme on dirait en français, et pour les crimes commis, notamment au sujet de l'invasion de l'Irak. Voilà. Alors ce tribunal a conclu au fait que l'invasion de l'Irak était absolument illégale. Il y a eu, en mai 2012, suite à des témoignages qui ont été recueillis au sujet des actes de torture commis dans la prison de Abu Ghraib. Les spécialistes se rappelleront cet épouvantable passage sur l'histoire de l'Irak contemporain, mais aussi des témoignages sur la torture à Guantanamo. Eh bien, tout ceci a amené ce tribunal à condamner notamment le président George W. Bush, l'ancien vice-président Dick Cheney ou Anthony Blair, à les condamner au regard de ce tribunal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce tribunal n'a pas une compétence dans le monde entier. En novembre 2013, le même tribunal, d'ailleurs, a condamné Israël pour génocide du peuple palestinien. On voit qu'on est dans une zone géoculturelle musulmane, puisque c'est l'ensemble de la Malaisie, de l'Indonésie, mais aussi du Pakistan, etc., qui ont mené ce genre de choses. Mais ça montre la relativité des valeurs et des jugements dans le monde. Et ça n'est pas tout à fait négligeable, puisque, par exemple, je crois savoir que l'ancien président George W. Bush ou l'ancien Premier ministre britannique Anthony Blair, ils évitent de sortir des pays de l'OCDE, puisque si d'aventure ils se rendaient dans un pays qui reconnaît la légitimité de ce tribunal de Kuala Lumpur, s'ils se rendaient par exemple au Bangladesh, au Pakistan, en Malaisie, en Indonésie ou ailleurs, ils pourraient être arrêtés et déféré au tribunal à Kuala Lumpur et mis sous les verrous. Voilà. Donc, je conclurai cette vidéo en espérant avoir fait passer un message fondamental. C'est que dans le monde du XXIe siècle, si l'on veut un monde de paix, il faudrait que les pays occidentaux acceptent de concevoir qu'ils ne sont pas les rois du monde. Et quand je dis ça, je ne fais pas de woke culture ou de cancel culture. Loin de moi cette idée. Au contraire, le principe même de la judiciarisation des conflits interétatiques, l'idée même du droit international, c'est une merveilleuse invention de l'esprit occidental, de la pensée venue en l'espèce, comme je le disais tout à l'heure, des Pays-Bas au XVIIe siècle. Donc, les pays occidentaux doivent et peuvent défendre leurs valeurs. Il ne s'agit pas de les renier. Simplement, ce qu'il faut, c'est que maintenant, tout le monde, tous les pays du monde doivent tenir compte du fait que nous sommes une humanité de 7 milliards d'habitants et plus, sur une Terre qui est ce qu'elle est, qui n'est pas extensible, qu'il faut maintenant, au XXIe siècle, tenir compte du respect d'autrui et du respect des autres civilisations. Si les États-Unis d'Amérique arrêtaient de donner en permanence le satisfecit sur tel ou tel pays, ils ne créeraient pas cette espèce d'antagonisme, cette espèce de rancœur permanente que 80% des pays du monde vouent aux pays occidentaux. Et ça devrait être le rôle de la France. C'est ce qu'avait parfaitement compris Charles de Gaulle, que de sortir de cette opposition entre l'Occident et le reste du monde. Après tout, est-ce que l'on imagine que la Chine ou que la Russie passent leur temps, jour après jour, à dire qu'ils sont préoccupés par le nombre de crimes de masse, d'assassinats dans les écoles américaines, qu'ils sont préoccupés par le fait qu'il y a énormément d'Américains qui n'ont pas d'accès à des hôpitaux à des tarifs raisonnables? Est-ce qu'on imagine qu'il y a en permanence des pays qui viendraient dire aux États-Unis que la façon dont ils se comportent n'est pas bien, qu'ils ont des mœurs maintenant et des valeurs qui sont contraires aux enseignements du Lévitique, du Deutéronome dans l'Ancien Testament? Bon, non. Donc que chacun ait la sagesse de respecter les autres dans un contexte de concert des nations. Et c'était le rôle que De Gaulle avait perçu dès les années 60. Ça doit être le rôle de la France
que d'essayer de parvenir à ce concert des nations où l'on respecte les valeurs des uns et des autres, où l'on respecte le droit international qui, de façon d'ailleurs très sage, a prévu dans la Charte des Nations unies un principe fondamental qui est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Si les États-Unis d'Amérique, si les pays de l'Union européenne arrêtaient de passer leur temps à faire de l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États pour promouvoir une coopération fondée sur un principe d'égalité, je pense que le monde ne s'en porterait que mieux. Vive la République et vive la France.